Oubliez l'idée selon laquelle l'amour moderne n'est qu'une illusion élaborée, destinée à vous frustrer, vous embrouiller et vous faire douter de vous-même. Mais si en réalité, le problème ne venait pas de vous? Et si la véritable source de cette turbulence émotionnelle était ce qu'on nous a appris à croire à propos de l'amour lui-même? Au fond, l'amour, c'est la vulnérabilité. C'est l'acte d'entrer dans l'incertitude, de lâcher prise et d'accepter le risque que votre cœur puisse se sentir piégé, voire brisé. Parfois, on a l'impression de vivre une époque sombre pour l'amour. Quelque chose qui devrait nous unir semble plutôt se défaire au milieu des troubles sociaux et politiques. Ce qui est curieux, c'est que presque tout le monde sent que quelque chose cloche. Les causes peuvent être discutées, mais un constat est largement partagé. La conception actuelle de l'amour est embrouillée, fragmentée et à bien des égards, brisée. Quand autant de personnes ressentent le même malaise, il doit y avoir quelque chose de plus profond à examiner. L'amour, en tant qu'élément universel et fondamental de la vie humaine, mérite qu'on y prête une attention particulière. C'est pourquoi, dans cette conversation, je souhaite explorer les questions les plus courantes qui l'entourent. Nous verrons comment la philosophie peut éclairer l'état de l'amour aujourd'hui, tout en analysant les idées d'amitié, de passion et de connexion, toujours avec un regard critique mais constructif. Préparez-vous à découvrir comment l'optimisme et le cynisme coexistent souvent, pourquoi l'engagement s'est affaibli et comment nos visions de l'amour sont devenues confuses, voire contradictoires. Je ne prétends pas avoir toutes les solutions, loin de là, mais j'espère que cette discussion suscitera vos propres réflexions sur ce sujet complexe et fascinant. Avant d'aller plus loin, je dois reconnaître deux influences majeures derrière cette conversation: Simon May et Alain de Botton. Leurs travaux ont fortement façonné bon nombre des idées que je vais partager avec vous. Et soyons honnêtes, parler d'amour est rarement confortable. Alors permettez-moi d'alléger un peu l'ambiance. En matière d'amour, aucun de nous n'est vraiment anormal. Chacun de nous porte en lui une petite dose de folie dans ce domaine. Un récit intemporel qui met en évidence les contradictions de l'amour est Les souffrances du jeune Werther de Johann Wolfgang von Goethe. Ce récit intense et troublant explore les extrêmes de l'amour, ses facettes les plus sombres et destructrices. Werther, le protagoniste, tombe éperdument amoureux de Charlotte, une femme déjà promise à un autre homme, Albert. Ce qui commence comme une pure admiration se transforme en obsession malsaine. Autrefois, rationnel et bienveillant, Werther se laisse submerger par ses émotions, repoussant à la fois Charlotte et Albert. Dans son désespoir et son isolement les plus profonds, il cherche une issue tragique: le suicide. C'est un récit indéniablement dramatique. Aujourd'hui, il pourrait même sembler excessif ou irréaliste, et pourtant, il saisit quelque chose d'essentiel à propos de l'amour passionnel et dévorant, surtout dans les premiers stades d'une relation. Qui n'a jamais été si submergé par ses émotions que la raison s'éclipse momentanément? Vous vous surprenez à penser à cette personne bien plus souvent que vous ne l'admettriez. Soudain, tout ce qu'elle fait, ou ne fait pas, semble amplifié, chargé d'un poids qui défie la logique. C'est comme si, par une étrange magie, elle était devenue le centre de votre monde, et chaque regard, chaque minuscule geste, semblait exiger une interprétation minutieuse. C'est ça, le pouvoir de l'amour. Il peut nous déstabiliser, transformant même l'esprit le plus rationnel et posé en poète, en rêveur. Et c'est précisément cette magnifique folie qui rend l'amour à la fois fascinant et terriblement dangereux. Vous est-il déjà arrivé d'analyser à l'excès les moindres détails insignifiants chez quelqu'un, des détails impossibles à déchiffrer vraiment? Peut-être vous fixez-vous sur le temps qu'il met à répondre à un message ou sur sa réaction à une simple plaisanterie. Peut-être remarquez-vous même lorsque son regard s'échappe une seconde trop tôt. En réalité, rien de tout cela n'a probablement de véritable importance. Mais un cœur anxieux refuse de l'accepter. Il s'accroche à ces instants, les transforme en théories élaborées, tel un détective cherchant désespérément à résoudre une énigme sur un avenir incertain. Et cela ne s'arrête pas là. Une fois que nous sommes enfin en couple, nous avons souvent tendance à nous accrocher si fort qu'imaginer la vie sans cette personne semble absurde. Au fond,
Nous savons que nous pourrions survivre sans elle, mais une partie de nous refuse d'y croire. Nous construisons dans notre esprit une histoire où cette personne n'est pas seulement importante, elle est essentielle, un morceau du puzzle sans lequel nous ne pourrions vivre. L'idée de la perdre paraît aussi impossible que celle d'un soleil qui ne se lèverait pas demain. Ce qui est étrange, c'est à quel point nous choisissons volontairement d'ignorer la réalité. Que l'amour peut s'éteindre, que des épreuves peuvent surgir, que la vie peut séparer deux êtres de façon inattendue. Au lieu de l'accepter, nous détournons le regard. Pourtant, il suffit de si peu. Une petite contrariété, une habitude légèrement agaçante, pour que notre perception entière bascule. Soudain, les lunettes roses se brisent et nous cessons de voir l'autre tel qu'il est. Nous enfilons à la place des verres sombres où tout ce qui nous paraissait charmant devient insupportable. L'amour compatissant et tolérant que nous ressentions laisse place à l'irritation et au ressentiment. Nous attendons de l'autre qu'il nous aime exactement comme nous l'avons imaginé, tout en ressentant simultanément ce besoin écrasant de fuir. C'est un paradoxe qui frôle la folie. Et puis, il y a ces moments où nous tombons amoureux de quelqu'un qui est clairement mauvais pour nous. Quelqu'un qui nous maltraite, nous néglige ou nous rabaisse. Étrangement, sa froideur ne fait qu'alimenter notre obsession. Nous commençons à nous replier sur nous-mêmes, à nous blâmer, convaincus que le problème vient de nous, que nous ne sommes tout simplement pas assez bien. Notre valeur se retrouve enchaînée aux miettes d'affection que nous recevons. Ou pas. Nous nous battons désespérément pour obtenir une approbation, même lorsqu'il est douloureusement évident que ce combat est à sens unique et épuisant. Si c'était un ami pris dans la même situation, nous n'hésiterions pas à lui dire de partir sur le champ. Mais lorsqu'il s'agit de nous, toute logique semble disparaître. Ce n'est qu'après avoir enfin réussi à se libérer que nous réalisons à quel point nous étions perdus. Ces exemples mettent en lumière une vérité que peu osent reconnaître. L'amour peut nous transformer en des versions complètement irrationnelles de nous-mêmes. Il nous pousse à glorifier des personnes ordinaires comme si elles étaient divines et à fermer les yeux sur des comportements que nous n'accepterions jamais en temps normal. Il n'est donc pas surprenant que depuis des siècles, l'amour soit associé à la folie. Pensez à Didon, reine de Carthage, qui choisit la mort, poussée par la passion, plutôt que d'avancer, alors même qu'elle régnait sur un royaume entier. Aussi inconfortable que cela puisse paraître, nous devons affronter la réalité. L'amour éveille en nous des élans irrationnels, et c'est parfaitement humain. Les émotions peuvent être chaotiques, admettre que l'amour révèle des aspects complexes, parfois contradictoires, de notre personnalité n'est pas une faiblesse, mais un acte d'honnêteté. C'est pourquoi, en approfondissant ce sujet, il vaut la peine de garder à l'esprit les mots de Nietzsche. Ce qui est fait se produit toujours au-delà du bien et du mal. Avec cette pensée, nous pouvons commencer à décortiquer les racines de nos attentes romantiques et examiner les illusions et frustrations qu'elles engendrent souvent. Prenons par exemple les stéréotypes persistants. Que chaque femme désire un homme grand, à succès, aux yeux bleus, ou que chaque homme recherche une partenaire à la fois vertueuse et séduisante. Ces portraits idéalisés ne font qu'ériger des murs inutiles entre les individus. La réalité, avec toutes ses imperfections, est bien plus belle et complexe que ces clichés. Soyons honnêtes, la société regorge d'attentes exagérées, parfois superficielles, concernant l'amour. Mais sous cette surface se cache une croyance encore plus profonde et troublante, celle que l'amour a le pouvoir de nous sauver complètement. Cette conviction est si profondément ancrée dans notre culture et notre imagination que nous remettons rarement en question son caractère irréaliste. Lorsque nous tombons amoureux, notre cerveau devient une tempête chimique qui nous donne l'impression d'être invincible, comme si, l'espace d'un instant, la vie avait enfin un sens parfait. Et au-delà de la biologie, nous avons grandi avec des histoires et philosophies qui élèvent l'amour à un rang quasi divin. Les premiers penseurs chrétiens, par exemple, voyant dans l'amour divin la force même qui donne un sens à l'existence. Simon May l'exprime magnifiquement dans ses études sur l'amour, décrivant comment l'Église, et saint Paul lui-même, enseignaient que même si nous possédions tous les dons divins et accomplissions de grandes œuvres, sans amour, rien de tout cela n'aurait d'importance.
Les problèmes commencent lorsque nous projetons cette vision d'un amour tout-puissant et divin sur nos relations humaines, forcément imparfaites. À travers l'histoire, les romans ont dépeint l'amour comme une force capable de tout conquérir. Roméo et Juliette de Shakespeare incarnent parfaitement cet idéal. Le lien entre les jeunes amants défie une querelle familiale meurtrière et, malgré la tragédie, mène finalement à la réconciliation. Bien que les critiques modernes se moquent souvent de la pièce, elle capte un élément intemporel de notre tendance à idolâtrer l'amour. Au fil des siècles, cet idéal romantique n'a fait que s'intensifier. Pas besoin de chercher bien loin. Les comédies romantiques modernes vénèrent presque l'amour comme la solution ultime à tous les problèmes, promettant de guérir tout, des soucis financiers jusqu'au désespoir existentiel. Dès le XIIe siècle, des idées venues du monde musulman, pendant les croisades, ont commencé à façonner la vision européenne de l'amour. Ces influences ont alimenté la croyance que l'amour possédait un pouvoir transformateur, quasi sacré. C.S. Lewis l'a d'ailleurs décrit comme la religion de l'amour dans son ouvrage The Allegory of Love. Avec l'essor du romantisme, cet idéal ne fit que se renforcer. Des écrivains comme Jane Austen et D.H. Lawrence dépeignirent l'amour comme la réponse ultime aux épreuves de la vie. Dans L'amant de Lady Chatterley, par exemple, la liaison interdite de l'héroïne n'éveille pas seulement sa passion, elle transforme radicalement sa vision du monde. Il est facile de comprendre pourquoi ce récit continue de nous captiver. Nous voulons croire que l'amour peut faire disparaître tous nos problèmes, ne serait-ce que pour un temps. Mais voici la vérité. Aussi extraordinaire soit-il, l'amour n'est pas une potion magique qui guérit tout. Il n'a pas sauvé Tolstoï de la dépression, et il n'effacera certainement pas la pile de factures impayées sur votre bureau. La réalité est que cette attente ne correspond tout simplement pas à la vie telle qu'elle est. Pire encore, lorsque l'amour échoue inévitablement à atteindre ces normes impossibles, nous remettons rapidement en question s'il s'agissait d'un véritable amour dès le départ. Ce dont nous avons réellement besoin, c'est d'une compréhension plus ancrée de ce que l'amour peut et ne peut pas accomplir. L'amour est puissant et peut profondément nous transformer, mais ce n'est pas une solution universelle. Reconnaître cela ne diminue pas sa beauté. En fait, cela le rend plus authentique, plus humain et peut-être même plus précieux. Souvent, sans nous en rendre compte, nous commençons à blâmer nos partenaires pour chaque difficulté que nous rencontrons. Comme l'explique avec perspicacité Alain de Botton, nous confondons fréquemment le fait d'être malheureux avec quelqu'un, avec le fait d'être malheureux à cause de cette personne. Candide de Voltaire démolit ce genre d'optimisme aveugle, révélant comment il déforme la réalité et nous empêche de nous attaquer aux véritables problèmes qui nécessitent un changement. Lorsque nous acceptons que la vie est intrinsèquement incertaine, nous pouvons développer une forme de pessimisme sain, une vision qui reconnaît les revers sans perdre la volonté d'avancer. Cet état d'esprit peut complètement transformer notre manière de percevoir et de vivre l'amour. La croyance que l'amour résout tout est séduisante mais néfaste. La culture moderne nous inculque sans cesse l'idée que tomber amoureux rendra la vie parfaite. Cette croyance impose à nos partenaires des attentes irréalistes, presque divines, un poids insupportable pour tout être humain. Se libérer de cette idéalisation romantique est difficile mais nécessaire. Notre obsession pour un amour parfait et dévorant nous enferme dans la frustration et perpétue ce que certains décrivent comme le culte d'Éros, une vision du monde qui accorde une importance démesurée à la passion romantique. Les anciens Grecs avaient compris depuis longtemps que l'amour est multiforme. Éros, l'amour romantique et passionnel. Philia, le lien d'amitié. Et agapé, l'amour désintéressé et spirituel. Pour Platon, chacune de ces formes portait sa propre sagesse, nous guidant vers ce qui est vraiment bon et beau. Pourtant, à l'époque moderne, nous semblons exalter Éros par-dessus tout, négligeant souvent la richesse que nous offrent les autres formes d'amour. Prenons l'idée de trouver l'élu. La croyance en une âme sœur, parfaite, prédestinée, est ancienne et indéniablement captivante. Dans le banquet de Platon, Aristophane décrivait les humains comme des êtres originellement complets,
divisés par les dieux et condamnés à rechercher éternellement leur moitié manquante. C'est une vision poétique, mais qui semble de plus en plus déconnectée de la réalité actuelle. À une époque dominée par les applications de rencontres et des choix infinis, le concept d'un partenaire prédestiné a perdu une grande partie de sa force. Pourtant, ces traces demeurent. Nous nous attendons souvent à ce que notre moitié parfaite nous comprenne instinctivement, ne se dispute jamais avec nous et réponde à tous nos besoins émotionnels. Un fantasme qu'aucune personne réelle ne pourrait combler. Les récits que nous consommons renforcent cette illusion. Roméo et Juliette tombent éperdument amoureux au premier regard. Werther vénère Charlotte comme son âme sœur idéale. Les comédies romantiques comme Coup de foudre à Notting Hill présentent l'amour comme une solution miraculeuse à tous les problèmes de la vie. Bien que ces histoires soient enchanteresses, elles induisent aussi en erreur. Elles véhiculent l'idée que l'amour romantique est le but ultime des relations humaines, négligeant la réalité selon laquelle une véritable relation demande de la patience, des compromis et même des désaccords constructifs. Mais en nous concentrant ainsi sur la romance, ne sous-estimons-nous pas l'amitié? Aristote pensait que la philia, l'amour d'amitié, était tout aussi essentiel que l'affection romantique. Il la considérait comme une pierre angulaire d'une vie bonne, permettant aux individus de se connecter profondément et de rechercher la vertu ensemble. Bouddha soulignait le rôle d'une communauté compatissante dans la quête de l'illumination. Michel de Montaigne décrivait l'amitié comme un sanctuaire où l'on pouvait être pleinement authentique, libre de tout jugement. Même aujourd'hui, lorsque nous appelons notre partenaire romantique notre meilleur ami, nous faisons écho à cette vérité intemporelle sur l'importance de l'amitié. Malgré cela, le déséquilibre est évident. Notre culture célèbre les histoires d'amour tout en reléguant l'amitié au second plan. Les statistiques révèlent que les adultes modernes déclarent avoir beaucoup moins d'amis proches qu'auparavant, signe d'un déclin silencieux mais sérieux des liens platoniques profonds. Cela ne signifie pas que nous devrions diminuer la valeur de l'amour romantique. Il est extraordinaire et mérite d'être célébré. Mais peut-être lui en demandons-nous trop, plaçant tous nos espoirs de bonheur dans une seule relation, tout en négligeant une autre source de connexion tout aussi profonde. Tout au long de nos vies, on nous a conditionnés à considérer l'amour romantique comme le sommet des liens humains. Mais n'est-il pas temps de reconnaître que l'amitié possède une valeur unique et irremplaçable? Réfléchissez-y. L'amitié offre une liberté différente. Avec nos amis, nous ne sommes pas possessifs. Nous ne ressentons pas cette pression constante de séduire ou de prouver notre valeur. Cette absence d'attente rend ces relations plus légères et, à bien des égards, plus authentiques. Au fond, l'amitié est une forme d'amour qui peut être aussi profonde que la romance. Les amis n'exigent ni grands gestes, ni excitation permanente. Ils n'ont pas besoin de perfection. Ce qu'ils offrent, c'est un soutien constant, de la compréhension et une affection sincère, un lien silencieux mais puissant, tout aussi essentiel à une vie pleine de sens. La Bible elle-même met en lumière la profondeur des liens platoniques, décrivant comment Jonathan et David partageaient une connexion si profonde que leurs âmes étaient entrelacées. Des relations comme celle-ci méritent autant de reconnaissance et de célébration que les partenariats romantiques. Un exemple frappant de la manière dont la société sous-estime l'amitié apparaît dans les souffrances du jeune Werther. Werther est complètement consumé par son obsession pour Charlotte, ignorant l'affection sincère et les marques d'amitié que lui offrent ceux qui l'entourent. C'est un rappel puissant de la façon dont la poursuite d'une version idéalisée de l'amour romantique peut nous aveugler face à d'autres connexions humaines profondément significatives. Cela nous amène à une réalisation importante. Les amitiés ne sont pas seulement précieuses, elles jouent un rôle essentiel pour alléger la pression que nous mettons sur nos relations amoureuses. Lorsque nous négligeons nos amis, nous avons souvent tendance à attendre de nos partenaires romantiques qu'ils comblent tous nos besoins émotionnels, ce qui représente un poids irréaliste et injuste pour quiconque. Idéalement, nous devrions tisser ensemble amitié et amour romantique, leur permettant de se compléter
et de créer une vie équilibrée et épanouissante. Malheureusement, l'amitié est trop souvent considérée comme secondaire, comme une forme de lien inférieur à la romance, et cette façon de penser finit par nous desservir. Notre obsession pour la romance parfaite est étroitement liée au concept de compatibilité. Combien de fois entendons-nous quelqu'un dire qu'il ne trouve tout simplement pas la bonne personne? Cette recherche sans fin d'un partenaire parfait est alimentée par des récits culturels qui glorifient une compatibilité naturelle et sans effort, sous-entendant qu'une véritable grande relation devrait exister sans aucune difficulté. Des histoires, comme Aladdin ou Cendrillon, se concentrent sur des obstacles externes, de méchantes belles-mères, des barrières sociales, tout en évoquant rarement les défis intérieurs liés aux différences humaines réelles. Cela donne une image de l'amour comme quelque chose de simple et de prédestiné, alors qu'en réalité, les relations sont bien plus complexes. Au début d'une romance, nous sommes de véritables illusionnistes. Nous présentons les meilleures versions de nous-mêmes, cachant nos défauts et nos particularités, en supposant que l'autre personne fera de même. Mais avec le temps, le masque tombe. Peut-être qu'il s'agit d'une petite habitude qui nous paraît étrange ou d'un trait de personnalité plus profond auquel nous ne nous attendions pas. C'est à ce moment-là que beaucoup ressentent ce qu'on appelle le hic, un malaise ou un doute soudain qui semble signaler que la personne n'est pas aussi parfaite que nous l'imaginions. En réalité, ce à quoi nous sommes confrontés n'est pas une incompatibilité, mais notre propre tendance à idéaliser, refusant de reconnaître pleinement l'humanité complexe de notre partenaire. François de La Rochefoucauld remarquait que l'ignorance peut être tout aussi nécessaire que la compréhension pour maintenir l'amour. En effet, l'idéalisation a ses avantages, elle nous pousse à sauter le pas dans une relation et rallume l'espoir d'une connexion même après des expériences douloureuses. Mais à long terme, s'accrocher à ces illusions peut saboter une relation en fixant des attentes qu'aucun être humain ne peut satisfaire. La compatibilité parfaite n'existe tout simplement pas. Toute relation finira par révéler des différences, des particularités et des défauts qui peuvent nous irriter ou nous surprendre. Et ce n'est pas un échec, c'est la preuve que les deux personnes sont humaines. Accepter cette vérité est essentiel si nous voulons vivre un amour authentique et durable. Le principal problème de la croyance en une compatibilité parfaite est que, lorsque des obstacles apparaissent, nous supposons souvent que la relation est vouée à l'échec. Nous passons rapidement de c'est la personne parfaite pour moi à ça ne marchera jamais. En réalité, ces difficultés ne sont pas des signes d'échec, mais des invitations à grandir et à apprendre ensemble. Si nous étions tous des âmes parfaitement assorties, sans désaccord ni défis, où trouverions-nous la véritable profondeur et l'excitation d'une connexion authentique? Ce cycle récurrent qui consiste à idéaliser quelqu'un, à se sentir déçu, puis à abandonner, semble être au cœur même de l'insatisfaction amoureuse moderne. Il n'est donc pas surprenant que tant de personnes se sentent épuisées à force de revivre le même scénario. Se lancer dans une nouvelle romance, pleine d'attentes démesurées, pour la voir s'effondrer en quelques mois. La cause profonde réside dans l'idéalisation elle-même. En plaçant quelqu'un sur un piédestal, nous nous préparons inconsciemment à la déception. C'est comme commencer une partie dont l'issue est déjà truquée. Le philosophe danois Søren Kierkegaard offre une perspective intéressante qui éclaire un autre défi, le manque croissant d'engagement dans les relations actuelles. Nous sommes entrés dans ce que beaucoup appellent l'ère des situationships, où l'ambiguïté remplace la clarté et où les liens durables semblent de plus en plus rares. Le paradoxe, c'est que la plupart des gens recherchent toujours la même chose, un partenaire avec qui construire une vie pleine de sens. Si les deux personnes désirent cela, former une relation engagée ne devrait-il pas être plus simple? Et pourtant, ça ne l'est pas. La question est, pourquoi? Kierkegaard dirait que c'est à cause de ce qu'il appelait le désespoir des possibilités. Dans son ouvrage La maladie à la mort, il explique que face à des options infinies, choisir une seule voie peut sembler presque impossible. Le résultat est une paralysie. Nous gaspillons un temps précieux à tourner autour de possibilités sans jamais vraiment décider. À première vue, avoir de nombreux choix ne semble pas problématique.
Nous vivons dans une culture qui valorise la liberté, et des philosophes comme John Stuart Mill ont soutenu que plus d'options devraient naturellement conduire à un plus grand bonheur. Mais si c'était vrai, pourquoi les outils modernes qui élargissent nos horizons amoureux, comme les applications de rencontres, ne nous rendent-ils pas plus épanouis? Kierkegaard pensait que la véritable satisfaction, en amour comme dans la vie, ne vient qu'à travers l'engagement. Et l'engagement devient plus difficile lorsque les options sont déséquilibrées, lorsqu'elles sont soit incroyablement abondantes, soit douloureusement rares. Il a décrit 3 stades du développement humain. Le stade esthétique, marqué par le détachement et la recherche de la gratification immédiate. Sur le plan amoureux, cela revient à passer d'une aventure à une autre, uniquement pour l'excitation. Le stade éthique, défini par la responsabilité et le dévouement envers autrui, où de véritables relations peuvent de commencer à s'enraciner. Le stade religieux, le plus élevé, représentant un dévouement total à quelque chose de plus grand que soi. Pour Kierkegaard, cela signifiait un engagement complet envers Dieu. Le véritable problème, selon lui, est qu'un excès de choix piège beaucoup d'entre nous dans le stade esthétique. Lorsque les possibilités sont infinies, elles perdent leur valeur individuelle. Au lieu de chérir chaque connexion potentielle, nous finissons par les traiter comme jetables, ce qui nous empêche de former des liens profonds et durables. Cette dynamique est particulièrement évidente dans le domaine de l'amour. Les applications de rencontres nous inondent constamment de l'illusion qu'il y a toujours quelqu'un de mieux juste au coin de la rue. Les films et les séries télévisées idéalisent les rencontres fortuites et les fins dignes d'un conte de fées, nous convainquant que la relation parfaite nous attend simplement, prête à apparaître au bon moment. Le problème avec cet état d'esprit, c'est qu'il nous pousse à considérer les gens comme de simples options plutôt que comme de véritables partenaires. Quand les choses tournent mal, le conseil le plus courant est souvent « passe à autre chose et trouve quelqu'un de mieux ». Bien qu'il soit vrai qu'il ne faut pas rester coincé dans une relation malheureuse, cette approche peut aussi nous éloigner d'un aspect crucial de l'amour, l'engagement. Selon Kierkegaard, le véritable engagement nécessite un saut de foi. Une action qui peut sembler irrationnelle au départ, mais qui offre, avec le temps, des récompenses profondes. Aimer quelqu'un de tout son cœur demande du courage. Cela signifie tourner le dos à toutes les autres possibilités pour dire oui à une seule personne. Cela implique d'accepter que la perfection est inatteignable et que bien souvent, le bonheur se trouve de l'autre côté du sacrifice. Cela ne veut pas dire qu'il faut supporter des circonstances abusives ou insatisfaisantes. Cela signifie plutôt reconnaître qu'aucune relation ne sera jamais parfaite. D'une certaine manière, l'engagement est libérateur, car il met fin aux doutes incessants sur le fait de savoir si nous avons fait le bon choix. C'est généralement effrayant, mais c'est précisément dans cet acte que réside la véritable essence de notre façon de naviguer parmi les innombrables possibilités de la vie. Sylvia Plath l'a magnifiquement exprimé lorsqu'elle a comparé sa vie au fait d'être assise sous un figuier. Chaque figue représentait un chemin différent, un choix, une vie possible. Incapable d'en choisir un seul, elle est restée figée, regardant toutes les figues pourrir et tomber. Avoir moins d'options aurait peut-être facilité la prise de décision. Cela rappelle l'idée de Kierkegaard concernant le stade esthétique de la vie. Une quête continue de plaisir et de liberté qui, en profondeur, peut mener à une impasse. En amour, cette indécision devient désastreuse car elle nous empêche de vivre les profondes récompenses de l'engagement. Obsédés par l'idée de trouver la meilleure option, nous nous retrouvons finalement entourés de vide, affamés devant tout ce que nous aurions pu avoir. Mais ce n'est là que la moitié du tableau. Alors que certains sont dépassés par trop de choix, d'autres souffrent sous le poids écrasant de la rareté. Dans le monde amoureux d'aujourd'hui, beaucoup de personnes se retrouvent marginalisées, souvent à cause de leur apparence physique. C'est là qu'apparaît un problème criant. L'importance extrême que nous accordons à la beauté physique. Ce phénomène est encore plus évident avec l'essor des applications de rencontres et des réseaux sociaux, où tout commence, et se termine souvent, par une photo. J'avoue que c'est un dilemme que je connais bien. Je l'ai moi-même vécu, d'abord comme un adolescent maladroit, puis plus tard comme un adulte essayant de trouver sa place dans le monde.
La différence entre ces deux périodes est immense. Beaucoup de mes amis partagent des expériences similaires, et ils sont tous d'accord sur un point. Être physiquement attirant fait réellement une grande différence. Cette focalisation sur la beauté n'est pas nouvelle. Depuis l'époque de Platon, l'attirance physique est considérée comme la porte d'entrée vers l'amour. Il pensait que l'amour commence souvent par une appréciation du corps, mais qu'il devrait finalement évoluer vers une compréhension plus profonde, une reconnaissance de la beauté présente dans les idées et dans l'âme. Bien que la vision de Platon fût singulière, l'idée sous-jacente a perduré à travers les âges. La beauté compte, mais à elle seule, elle ne suffit pas à maintenir l'amour. Nous le ressentons instinctivement. Des récits anciens, comme la guerre de Troie, et même des films contemporains tels que le journal de Bridget Jones, illustrent comment une obsession pour la beauté extérieure peut mener à la ruine. Pourtant, malgré cette conscience, nous continuons à être attirés par des visages séduisants et des sourires captivants, tout en sachant qu'une telle attirance ne garantit pas le bonheur à long terme. C'est là que la complexité surgit. Nous reconnaissons tous le pouvoir de l'apparence, mais en même temps, nous jugeons ceux qui y accordent de l'importance. Nous critiquons les personnes qui s'entraînent pour améliorer leur physique, ou celles qui se maquillent pour gagner en confiance. Il existe une forme de jugement subtil envers ceux qui cherchent à embellir leur apparence, comme si cela reflétait une superficialité. Cette contradiction est rude. Nous vivons dans une culture qui valorise énormément la beauté, tout en condamnant ceux qui essaient d'atteindre ces standards. Cela crée un paradoxe. D'un côté, nous affirmons que l'apparence n'a pas d'importance, mais de l'autre, nous sommes inondés de messages qui disent exactement le contraire. Si vous vous souciez de votre apparence ou de celle de quelqu'un d'autre, vous pouvez finir par vous sentir coupable, comme si vous trahissiez les valeurs que l'on nous a enseignées. La réalité est que nous luttons tous avec ces contradictions. L'amour, tout comme la vie elle-même, est rempli de tensions et de paradoxes. Naviguer dans ces eaux incertaines, c'est peut-être avant tout apprendre à être honnête avec soi-même sur ce que l'on désire vraiment, et accepter que l'affirmation «la beauté n'a pas d'importance» crée une contradiction fascinante. Publiquement, nous rejetons son importance, mais en privé, nous savons qu'elle joue un rôle immense. Le problème est que, à force d'insister sur l'idée que l'apparence est sans importance, nous arrivons à une conclusion douloureuse. Lorsque l'amour échoue, c'est forcément à cause d'un défaut de caractère. Bien qu'il y ait un fond de vérité dans le fait de travailler son caractère, ce qui est toujours utile, cette perspective néglige la complexité de la vie et la multitude de facteurs qui façonnent nos expériences. Dire à quelqu'un qui peine à trouver l'amour que le problème vient juste de son caractère, c'est comme dire à une personne vivant dans la pauvreté qu'elle n'essaie tout simplement pas assez. Un tel raisonnement simpliste ignore les circonstances extérieures qui influencent chaque vie. Pire encore, il réduit une situation complexe et multifactorielle à un jugement moral personnel. Ce message n'est pas seulement injuste, il est profondément cruel. Idéaliser l'amour comme quelque chose de purement désintéressé et détaché de l'apparence peut sembler admirable. Mais en réalité, c'est une forme d'optimisme cruel. Cela ignore le fait que, dans une certaine mesure, nous sommes tous prisonniers de circonstances et de forces qui échappent à notre contrôle. Au lieu de reconnaître que les échecs amoureux proviennent souvent de circonstances malheureuses, nous avons tendance à faire porter l'entière responsabilité à ceux qui souffrent déjà. Cela transforme injustement la malchance en culpabilité personnelle, accablant les individus de honte et de sentiments d'infériorité inutiles. Cette perception déformée de l'amour nous empêche de voir des vérités qui pourraient pourtant nous être bénéfiques. Par exemple, l'idée populaire selon laquelle nous devons d'abord nous aimer pleinement nous-mêmes avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre crée une attente idéalisée et irréaliste. Elle suggère qu'il faut d'abord s'isoler, découvrir un amour-propre inébranlable, puis seulement ouvrir notre cœur aux autres. Cependant, cela ne correspond pas à la manière dont le développement émotionnel fonctionne réellement. À la fin du XIXe et au XXe siècle, des penseurs comme Lacan et Sartre ont proposé une nouvelle vision de la formation de l'identité, soulignant qu'elle ne se fait pas dans l'isolement. Notre image de nous-mêmes est profondément influencée par la façon dont les autres nous perçoivent.
Vous pouvez penser être un excellent joueur de football, mais si vous trébuchez devant un public qui remet rapidement en question vos compétences, non seulement les autres douteront de vous, mais vous commencerez également à douter de vous-même. Cette dynamique commence dès l'enfance, lorsque les messages reçus de nos parents façonnent notre sentiment de valeur. Se sentir digne d'amour et estimé reflète souvent directement l'environnement dans lequel nous avons grandi. Alors, comment pouvons-nous nous attendre à nous aimer pleinement avant même d'avoir reçu une telle validation des autres? Bien que ce ne soit pas impossible, c'est certainement bien plus difficile que ce que les conseils habituels laissent entendre. Cette perspective sur l'amour contraste fortement avec les conceptions anciennes, comme celles que l'on trouve dans la Divine Comédie de Dante. Dans ce poème, l'amour de Béatrice guide Dante à travers le paradis et symbolise la gloire divine, illustrant que l'amour n'est pas la rencontre d'individus déjà complets et entiers. C'est plutôt un processus de croissance commune. Des philosophes comme Thomas d'Aquin considéraient également l'amour comme un effort collectif, où l'amour de soi, l'amour des autres et l'amour de Dieu sont des aspects interdépendants d'un tout unifié. Cette approche plus communautaire et moins individualiste suggère que l'amour de soi ne se cultive pas seul. Il émerge et se maintient grâce aux soins portés aux autres et au souhait de leur bien. L'amour et le soutien que nous recevons des autres sont souvent l'étincelle qui fait naître l'estime de soi et la confiance. La littérature l'illustre magnifiquement. L'amour désintéressé d'Alyosha pour Groutchenka l'aide à retrouver sa dignité, tandis que l'amour de Sonia pour Raskolnikov lui permet de surmonter la haine de soi et de chercher la rédemption. Ces exemples montrent que l'amour, qu'il s'agisse de soi-même ou des autres, est un chemin de découverte qui ne se fait jamais dans l'isolement, mais s'épanouit dans la chaleur des relations humaines. Dans ces récits, l'amour est présenté comme un effort partagé, qui repose sur le soutien mutuel plutôt que sur une décision solitaire de se valoriser soi-même. Le message essentiel est fait que nous nous aidons mutuellement à révéler nos qualités les plus compatissantes. Même sans croyance religieuse, nous pouvons nous inspirer de l'idée chrétienne de considérer les autres comme précieux à la lumière d'un amour inconditionnel. Il est important de souligner que l'amour dont il est question ici ne se limite pas à la romance. Il peut s'agir de toute forme de relation qui nourrit un sentiment d'appartenance et d'acceptation. Cette perspective collective est particulièrement importante car une image de soi négative peut conduire à des comportements autodestructeurs qui semblent incompréhensibles pour les autres, mais paraissent parfaitement logiques à quelqu'un consumé par l'autodénigrement. Plusieurs penseurs ont étudié ce phénomène, notamment Alain de Botton qui, à l'instar de Lacan, soutient que notre désir d'être aimé naît souvent d'un sentiment d'insuffisance. Nous avons tendance à projeter sur les autres les traits que nous aimerions posséder et à chercher leur approbation comme un reflet de notre propre estime de soi. C'est un peu comme un chef qui cherche la validation d'un critique sévère pour confirmer son talent. Cependant, de Botton met en garde contre ce cycle qui peut être dangereux. Lorsque l'insécurité domine, même l'amour d'un autre peut ne pas renforcer notre confiance, mais au contraire approfondir nos doutes. Nous pouvons commencer à dévaloriser ceux qui nous aiment, pensant que leur acceptation signifie qu'ils ont de faibles exigences. Pire encore, nous pouvons nous sentir imposteurs, convaincus que tôt ou tard, nos défauts seront découverts. Cela crée une culpabilité nuisible. L'amour que nous recevons semble immérité, comme si nous trompions l'autre personne. Cela alimente une anxiété constante. La peur que si notre vrai moi est révélé, nous serons abandonnés. Dans ce paradoxe douloureux, nous finissons par fuir les personnes auxquelles nous souhaitons le plus nous rapprocher. Nous sommes pris entre le désir d'aimer et la croyance que nous ne le méritons pas. C'est comme jouer à un jeu sans gagnant. Nous avons besoin d'amour pour nous sentir dignes, mais nous rejetons l'amour parce que nous pensons ne pas en être dignes. Il n'y a peut-être pas de solution parfaite, mais c'est là que l'amitié devient vitale. Les amis peuvent nous montrer notre valeur d'une manière plus douce, nous aidant à construire une estime de soi plus stable. Cela nous rappelle que l'amitié, souvent sous-estimée, doit être chérie et cultivée. Le problème, cependant, est plus profond. Au cœur de nombreuses difficultés amoureuses se trouve notre perception de l'amour. Nous le voyons rarement comme un trésor à découvrir.
Au contraire, nous le vivons comme un exercice constant d'équilibre entre des attentes contradictoires. Böhm, dans la chanson Lower Your Expectations, souligne habilement ce point en listant les qualités opposées que nous souhaitons chez un partenaire. Une phrase que j'aime particulièrement est: tu veux un bon gars, un mauvais gars, un bon mauvais gars, moitié bon, moitié mauvais, moitié gars. Cette ligne pleine d'esprit capture une lutte sincère. En amour, nous cherchons souvent un mélange impossible de contradictions. La célèbre psychanalyste Esther Perel explore cette tension dans les relations à long terme, soulignant que l'amour prospère lorsqu'il y a un équilibre entre intimité et espace. Si nous devenons complètement fusionnés avec notre partenaire, l'attraction peut s'estomper car l'individualité, ce qui nous rend captivants, est perdue. Inversement, trop de distance peut engendrer insécurité et méfiance, affaiblissant peu à peu les fondations de la relation. Selon Perel, la magie opère lorsque nous pouvons honorer l'indépendance de l'autre tout en nous sentant en sécurité et protégés en sa présence. Cet équilibre délicat entre proximité et séparation n'est pas une idée nouvelle. À travers l'histoire, de nombreux penseurs ont examiné l'amour sous cet angle. Aristophane voyait l'amour comme la quête pour retrouver une moitié perdue. Tolstoï le décrivait comme le conflit entre désir passionné et contraintes sociales. Fromm considérait l'amour comme le désir de s'unir à un autre tout en respectant son individualité. Cette double nature est ce qui rend l'amour à la fois instable et infiniment captivant. L'amour n'est pas statique. C'est une interaction continue entre désir et acceptation. Comme l'explique Schopenhauer dans sa philosophie de la volonté, l'amour exige un effort incessant, un travail sans fin. Peut-être est-ce là le plus grand charme de l'amour. Il vaut la peine d'être poursuivi, non pas parce qu'il est simple, mais parce qu'il est l'une des rares luttes qui donnent réellement à la vie profondeur et sens. Ah, l'amour. Il semble toujours nous jouer des tours, n'est-ce pas? Depuis notre plus jeune âge, nous sommes inondés de messages contradictoires sur ce qu'est réellement l'amour. D'un côté, on nous dit que l'amour est un peu idiot, presque enfantin, et que nous devrions être autonomes, impénétrables, ne jamais avoir besoin de personne. De l'autre, on le célèbre comme la plus haute vertu, le but ultime de la vie, quelque chose qui mérite d'être défendu jusqu'à notre dernier souffle. Résultat, une confusion totale. Pas étonnant que beaucoup d'entre nous se sentent perdus et frustrés, peinant à comprendre ce que signifie vraiment aimer et être aimé. Les contradictions continuent. On nous dit que l'amour doit être altruiste, et pourtant, en réalité, nous sommes attirés par ceux qui nous désirent avec une pointe d'égoïsme. Nous voulons de la gentillesse et de la générosité chez notre partenaire, mais nous désirons aussi des moments chargés d'intensité, un peu de possessivité qui nous fait sentir vraiment désirés. Nous recherchons la sécurité, mais nous ne pouvons résister à une touche de danger. Au fond, nous aspirons à un mélange impossible, confort et excitation, prévisibilité et surprise, calme et chaos. Ce qui est fascinant, c'est que nous admettons souvent ces contradictions lorsque nous sommes les plus ouverts, en lisant un livre, en regardant un film ou en partageant nos sentiments les plus profonds avec quelqu'un. Peut-être que c'est cela qui rend l'amour si complexe, une danse désordonnée entre des forces opposées. Pourtant, nous continuons d'essayer, de trébucher et de grandir, parce que quelque chose en nous sait que cela en vaut l'effort. Le véritable problème est que l'on nous a induits en erreur en nous faisant croire que l'amour devrait venir sans effort. L'idéal du coup de foudre ou du conte de fées parfait nous a fait croire qu'aimer quelqu'un est aussi naturel que respirer. Lorsque les véritables défis d'une relation apparaissent, la déception peut être écrasante, nous donnant l'impression d'être des échecs, indignes ou incapables d'aimer. Mais peut-être que la faute réside dans ces attentes irréalistes. Et si, au lieu de voir l'amour comme un don magique qui nous tombe dessus, nous commencions à le considérer comme un art, quelque chose qui exige de la pratique, de la patience et de l'engagement? Aristote enseignait que les vertus et les compétences ne se développent qu'à travers un effort persistant, une réflexion attentive et une pratique répétée. L'amour ne fait pas exception.
C'est un voyage continu d'apprentissage, apprendre à aimer l'autre comme il a réellement besoin d'être aimé, tout en le guidant à nous aimer en retour. Voir l'amour comme un processus d'apprentissage n'enlève rien à sa beauté. Au contraire, cela nous libère du fardeau de la perfection. Les erreurs en amour ne sont pas des défaites définitives, mais des étapes nécessaires sur le chemin. Chaque faux pas est une occasion d'apprendre, de grandir et de nous améliorer dans cet art complexe et captivant. Après tout, qui n'a jamais écrit une phrase cliché dans un poème ou renversé de la peinture en travaillant sur une toile? C'est précisément à travers ces imperfections que le processus créatif et l'amour lui-même révèlent sa véritable essence. Certains affirment que voir l'amour de cette façon enlève sa magie, mais est-ce vraiment le cas? Ou bien sommes-nous devenus si sceptiques et désenchantés que la notion d'effort et de croissance nous semble désormais moins enchanteresse? Cela m'amène à réfléchir à ce que j'appelle le nihilisme romantique. À l'image du nihilisme philosophique, cet état d'esprit semble naître d'une frustration face à des attentes non satisfaites. Pendant des siècles, on nous a promis que l'amour serait simple et parfait, comme dans les contes. Lorsque la réalité nous prouve le contraire, nous avons l'impression d'avoir été trompés, presque trahis. Le nihilisme romantique, tout comme son cousin philosophique, est une réaction extrême. Il oscille entre l'idéalisation de l'amour et un pessimisme total. Mais devons-nous rester prisonniers de ce cycle? Peut-être existe-t-il une autre voie, celle qui consiste à accueillir l'amour tel qu'il est vraiment, avec toutes ses failles, ses défis et ses contradictions. Au fond, l'amour est un voyage, non une destination figée. Et c'est dans ce voyage, avec ses hauts et ses bas, que nous découvrons quelque chose qu'aucune illusion idéalisée ne pourrait offrir, une authenticité véritable. Nietzsche a particulièrement bien perçu les dangers de l'idéalisation. Nous pensons souvent qu'en créant une image parfaite et radieuse de l'amour, de la vie ou de toute autre chose, nous nous protégeons de la déception. Nous croyons que si les choses tournent mal, il suffira d'ajuster nos attentes pour avancer. En réalité, cela arrive rarement. Le problème, c'est que lorsqu'un idéal s'effondre, il ne disparaît presque jamais doucement. Il s'écroule brutalement. Dans cette chute, nous ne perdons pas seulement l'espoir, nous finissons souvent par mépriser ce que nous désirions autrefois, comme si notre rêve s'était transformé en source d'amertume. Ce schéma apparaît fréquemment dans l'amour. Il est frappant de voir à quelle vitesse nous passons de l'amour est tout à l'amour n'existe pas. Nous peinons à trouver un juste milieu. Lorsque les idéaux romantiques que nous avons absorbés dans l'enfance s'effritent, nous réagissons comme des acteurs d'un mélodrame du XIXe siècle, basculant directement de l'idéalisme au cynisme. Quand l'amour n'est ni parfait, ni une solution magique à tous nos problèmes comme dans un conte de fées, nous avons tendance à le rejeter. Et honnêtement, c'est une vraie perte. Au fond de moi, je suis un romantique, incurable. Je crois au pouvoir de l'amour, pas dans un idéal parfait et inaccessible, mais dans un amour ancré dans la réalité. Un amour qui nous relie profondément à un autre être, quelqu'un qui nous comprend vraiment, avec toutes nos luttes, et nous permet de faire de même pour lui. L'amour a le pouvoir de nous rendre plus compatissants, plus généreux, et de donner un véritable sens à notre vie. Le véritable amour ne résout pas tout, et il n'a pas besoin d'être parfait. Il est patient, généreux, et surtout profondément humain. Aimer, c'est apprendre à prendre soin l'un de l'autre pendant que l'autre prend soin de nous en retour. L'amour n'est pas une bénédiction magique qui apparaît soudainement. C'est quelque chose que l'on construit ensemble. Imparfait, exigeant. Il demande des efforts, de l'empathie et oui, parfois des conflits. Et c'est précisément là que réside sa beauté. Non parce qu'il résout chaque problème, mais parce qu'il donne un sens à notre chemin. Le problème, c'est que lorsque nous plaçons nos attentes trop haut, nous finissons par nous saboter. Si nous restons convaincus que l'amour doit toujours être facile et que nos partenaires doivent être sans défaut, nous nous éloignons de ce que l'amour signifie vraiment. L'amour, ce n'est pas trouver un ange parfait, ni s'effondrer lorsqu'on découvre que la personne à nos côtés est humaine et imparfaite. C'est accueillir ses imperfections et apprendre à aimer malgré elles, ou même à cause d'elles.
Aimer sincèrement, c'est voir non seulement les qualités éclatantes de quelqu'un, mais aussi ses parts brisées. C'est savoir qu'il voit nos propres défauts et choisit pourtant de rester. Plus nous nourrissons des illusions sur l'amour, plus nous cultivons frustration et cynisme lorsque ces illusions se brisent. Voici donc l'essentiel. L'amour n'est pas parfait, mais il est loin d'être monstrueux. Il est humain, imparfait, et pour cette raison même, incroyablement précieux. Et le meilleur dans tout ça, c'est un choix. Un choix qui demande des efforts et de l'engagement, mais qui en vaut absolument la peine. Si vous êtes prêt à explorer une nouvelle perspective sur l'amour et la tendresse, je vous invite à aller plus loin en cliquant ici. Merci de m'avoir accompagné dans cette réflexion. Je vous souhaite une journée magnifique. Et si vous avez lu jusqu'au bout, j'aimerais partager quelque chose de spécial. Tout d'abord, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. C'est comme si nous étions assis tranquillement ensemble, discutant des grandes questions de la vie. Et bien sûr, l'amour est au cœur de tout cela. Mais ce qui m'émerveille vraiment, c'est que vous êtes restés. Dans un monde plein de distractions, où tant de choses réclament notre attention en même temps, vous avez choisi d'être ici, d'explorer ce sujet qui nous touche tous. C'est rare, et c'est pour cela que vous êtes rares. Maintenant, je veux partager quelque chose qui me vient souvent à l'esprit lorsque je parle d'amour. Il existe un vieux conte qui nous compare tous à un vase. Au fil de la vie, nous tombons, nous nous fissurons, et parfois nous nous brisons complètement. Le véritable amour n'est pas celui qui tente de recoller les morceaux pour dissimuler les dégâts. C'est celui qui remplit ses fractures d'or. Il n'efface pas notre passé, mais le transforme, nous rendant plus forts et plus beaux, car il nous embrasse dans notre entièreté, avec nos lumières et nos ombres. Et voici ce qui est intéressant. En lisant cela, vous avez peut-être pensé à quelqu'un qui vous est cher, ou vous avez rappelé un moment qui vous a profondément touché. Voilà la magie de ces échanges et conversations. Parce que l'amour, dans son essence, ce n'est pas avoir toutes les réponses. C'est poser des questions qui nous poussent à grandir, à approfondir notre compréhension et même à sourire face à nos propres contradictions. Alors merci. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin, d'avoir questionné, réfléchi et surtout de vous être souvenu que l'amour, avec toute sa complexité et sa folie, mérite toujours d'être poursuivi. Encore et encore. Si ce message a éveillé quelque chose en vous, partagez-le avec quelqu'un d'autre. Qui sait? Peut-être que cette personne a elle aussi besoin d'un peu d'or pour combler ses propres fissures. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, continuez à chercher, à réfléchir et, bien sûr, à aimer. Souvenez-vous, vous êtes incroyable. Avant de partir, prenez un instant pour découvrir 2 vidéos que j'ai spécialement choisies pour vous. Elles regorgent d'idées précieuses et d'aperçus surprenants qui, j'en suis sûr, vont vous captiver. Cliquez simplement sur l'une d'elles et poursuivez votre voyage de découverte de soi et d'apprentissage grâce au contenu exceptionnel de cette chaîne.